Radio allumée, livre ouvert, révisez ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysé pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Les Fables de La Fontaine, lues par Michal Lescaut. Écoutez, révisez, Olivia Gesbert. Ce qu'il y a de fascinant chez La Fontaine, c'est la richesse de son œuvre, des rêveries poétiques aux contes libertins. La gamme est large et d'un registre à l'autre, son ton reste vif, enjoué, toujours adapté au sujet. Ce qu'il y a de surprenant chez La Fontaine, ce sont les causes qu'il a épousées et les amitiés qu'il a liées. Protégé du surintendant Fouquet, ami des jansénistes, puis des protestants et des libertins, il fut l'intime de tous ceux qui s'attirèrent la colère du roi. Cela faillit d'ailleurs lui coûter l'Académie, mais La Fontaine savait aussi jouer l'apaisement quand il renia, par exemple, 2 ans avant sa mort, les contes grivois qu'il avait composés tout au long de sa vie d'écriture. Ce caractère raisonnable lui vient peut-être d'une vocation première. Tenté par la prêtrise, il fit son noviciat près des pères de l'oratoire. Du haut de sa fenêtre, paraît-il, La Fontaine s'amusait à faire descendre, au bout d'une longue corde, sa barrette remplie de mie de pain, jusque dans la basse-cour pour attirer la volaille et rire des mœurs querelleuses et gloutonneuses des coqs, poules et canards. Du bestiaire des fables, quelques personnages retiennent notre attention. Certains sont devenus emblématiques après une seule apparition, comme la fourmi travailleuse et la cigale hédoniste. D'autres, au contraire, par leur récurrence, comme le lion et son autorité condescendante, le renard et sa flagornerie habile, le singe grimaçant. Des figures archétypales dont on connaît les travers, d'où le plaisir à les retrouver d'une histoire à l'autre. Après le lion, dans un précédent épisode d'Écouter réviser, c'est au tour du rat d'être aujourd'hui au centre de notre attention. Hôte assidu du fabuliste, on le réduit trop souvent à l'aventure du rat des villes et du rat des champs que l'on apprend à l'école. Rare figure protéiforme du bestiaire de La Fontaine, difficile d'en tracer un portrait robot, ses apparitions sont souvent surprenantes, le rat est un sujet digne d'intérêt. On peut toutefois distinguer le collectif de la gente souriquoise, comme l'appelle l'auteur, peuple du sire ratapon. En bande, les rats incarnent le peuple vain et léger, écrit l'auteur, animal aux têtes frivoles qu'un orateur admoneste dans le pouvoir des fables. Et le sujet isolé, plus singulier, de nature curieuse voire aventureuse, solitaire, le rat se fait philosophe, il réfléchit à la nature du pouvoir, explore de nouveaux territoires. Comme dans la fable qui va suivre, courte et admirablement ciselée, lue avec malice pour vous par le comédien Michal Lescaut. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdille. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était Le lion et le rat, une fable construite comme un diptyque, victime d'une étourderie, le rat, sorti de terre, est pris au piège des pattes d'un lion, premier volet. Le lion, distrait, est à son tour pris au sortir des forêts, dans des rets, deuxième volet. Notez la proximité sonore du roi et du rat, le glissement du titre suprême vers le modeste rongeur, soudain devenu sire rat. Le pouvoir est fluctuant et fortune varie pour La Fontaine. La clémence du puissant n'est jamais accordée à perte et les premiers seront les derniers, rappelle celui qui plaida avec courage et au nez du souverain la cause de ses amis. Sans grand succès, certes, Fouquet ne quitta jamais son cachot, Port-Royal fut rasé, l'édit de Nantes révoqué et les libertins condamnés. Autre fable, autre rat, écoutez la lecture de Michal Lescaut, Le rat et l'éléphant. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal, François.
La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant des plus gros et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse. Comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. L'ouverture de la fable est sans pitié et assassine ce mal François du bourgeois qui se veut gentilhomme. Le rat s'agace et sa remarque est pertinente. Quel est le mérite de l'éléphant, sinon sa taille imposante? Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Demande le rat. Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Le lecteur devra attendre Figaro un siècle plus tard et la plume de Beaumarchais pour entendre s'écrier « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. » L'euphémisme par lequel le fabuliste suggère la fin du fanfaron crée un effet d'accélération assez saisissant. La chance tourne et même les plus grands peuvent être victimes d'un tel retournement de situation. Reprenons le cas du mécène et surintendant Fouquet. Il en fit les frais, fait arrêter en 1661 par Louis XIV. L'ambitieux avait pour emblème non pas le rat, mais l'écureuil qui grimpe. Jusqu'où ira-t-il, était sa devise, toujours plus haut, et il paya cher cette audace. Morale de l'histoire, enfin morale provisoire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais il ne fait pas bon se prendre pour plus grand que soi. N'allez pas croire qu'avec La Fontaine, le rat donne toujours à voir la situation des faibles face aux puissants. En bande organisée, le rat peut aussi servir à dénoncer la lâcheté des gouvernants. Écoutez maintenant cette autre fable, intitulée « Le combat des rats et des belettes », lue par Michel Escaut. Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les portes étraites de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi nommé Ratapon mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que pût faire Artapax, Psycharpax, Méridarpax, qui, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort, chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur, cela causa leur malheur. Trou ni fente ni crevasse ne fut large assez pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale jonchée fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent en un passage causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément, les grands ne le peuvent faire.
Un art du décalage, cette fable s'inscrit dans un registre en vogue à l'époque, l'héroïque comique. Les rats et les belettes, pour le plus grand bonheur du lecteur, rejouent les guerres médiques qui opposèrent les Grecs aux Perses au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. En ordre de bataille, on voit les rangées de combattants avec leurs étendards bariolés. Rien ne manque, ni le sang, ni la poussière, ni la résistance héroïque des chefs. On entend même le bruit des armes. Malgré leurs valeureux patronymes, Artapax, Psycharpax, Méridarpax, littéralement dévore-miettes, voleurs de morceaux et voleurs de pain, vont connaître la déroute. C'est la débandade pour l'armée des rats. La chute inverse la sentence du rat et de l'éléphant. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément, les grands ne le peuvent faire. À la témérité des guerriers s'opposent chez les rats de La Fontaine l'impuissance et la lâcheté d'une assemblée de sages. On y glose, on se hausse du col et du bonnet, chacun aimerait avoir le dernier mot, chacun sait, mais quand il s'agit d'agir, chacun se carapate et regagne bien vite son trou. En attendant, silence, les rats tiennent conseil. Conseil tenu par les rats. Un chat, nommé Rodilardus, faisait de rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Je n'y vas point, je ne suis pas si sourd ». L'autre « Je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseillers foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. La ligue des rats. Une souris craignait un chat qui dès longtemps la guettait au passage. Que faire en cet état? Elle, prudente et sage, consulte son voisin. C'était un maître rat, dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie et qui 100 fois s'était vanté, dit-on, de ne craindre de chat ou chatte, ni coup de dents, ni coup de patte. Dame souris, lui dit ce fanfaron, ma foi, quoi que je fasse, seul je ne puis chasser le chat qui vous menace. Mais assemblant tous les rats d'alentour, je lui pourrais jouer d'un mauvais tour. La souris fait une humble révérence, et le rat court en diligence à l'office qu'on nomme autrement la dépense, où maints rats assemblés faisaient aux frais de l'hôte une entière bombance. Il arrive les sens troublés et les poumons tout essoufflés. Qu'avez-vous donc, lui dit un de ces rats, parlez. En 2 mots, répond-il, ce qui fait mon voyage, c'est qu'il faut promptement secourir la souris, car Raminagrobis fait en tout lieu un étrange ravage. Ce chat, le plus diable des chats, s'il manque de souris, voudra manger des rats. Chacun dit, il est vrai, sus, sus, courons aux armes, quelques rats, dit-on, répandirent des larmes. N'importe, rien n'arrête un si noble projet. Chacun se met en équipage, chacun met dans son sac un morceau de fromage, chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils allaient tous comme à la fête, l'esprit content, le cœur joyeux. Cependant, le chat, plus fin qu'eux, tenait déjà la souris par la tête.
Ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bonne amie. Mais le chat, qui n'en démord pas, gronde et marche au-devant de la troupe ennemie. À ce bruit, nos très prudents rats, craignant mauvaise destinée, font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, une retraite fortunée. Chaque rat rentre dans son trou, et si quelqu'un en sort, gare encore le matou. France Culture, écoutez, révisez les grands textes du patrimoine littéraire. C'était un nouvel extrait des Fables de La Fontaine, lu pour vous par le comédien Michel Lescaut. Analyse préparée par les inspecteurs généraux de l'Éducation nationale qui attire votre attention sur cette particularité chez La Fontaine. L'auteur ne donne jamais la même leçon, il varie les tons et puise son inspiration à différentes sources. S'il s'inspire du père de la fable, le grec Ésope, et de Phèdre, le fabuliste latin, son style emprunte aussi à la parodie épique qui connaît un retour de mode dans les salons du XVIIe siècle. Il emprunte aussi au roman des Chevaliers de la Table Ronde ou au roman picaresque. Si Laura se rêve savant et conquérant, ses mésaventures valent bien celles de Don Quichotte. Derrière les masques flatteurs, le naturel rejaillit toujours. Pour terminer, nous allons écouter encore 4 fables de La Fontaine qui mettent en scène notre ami le rat. Dans ces fables, vous allez voir la grenouille qui rêve devant le rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et dans son esprit déjà, elle croque, fait gorge écurée. Mais vous allez voir aussi le rat qui salive devant l'huître, blanche, grasse et d'un goût à la voir non pareil, voluptueusement alanguie. Les plaisirs des sens, la gourmandise, hantent ces fables. La Fontaine ne les condamne jamais vraiment, il nous invite plutôt à goûter ces plaisirs en bonne compagnie, entre amis, dans la paix d'un jardin. La fable parle à l'esprit, chacun peut dresser sa scène imaginaire et y jouer une comédie qui lui soit favorable. Le rat, au bord du marais, égaie ses esprits, se fait explorateur, il anticipe les délices de la curiosité et du voyage, des 100 raretés à découvrir et les plaisirs de conter, partager sa science ou briller. La grenouille pense à son butin. « Je vous ferai festin », dit-elle. Le double sens n'échappera pas au lecteur. Mais la fin était trop prévisible, alors La Fontaine fait rebondir cet échange qui tourne au duel, puis à la farce. Il résiste, elle tire, un Deus ex machina surgit des nuées et clôt la querelle dans son seul intérêt. Le poète savoure, lui, le bonheur des mots, ratapon, raminagrobi, rodilard et rodilardus, ratapolis. Il nous invite à retrouver le goût d'une langue parfois désuète aussi, même pour ses contemporains, qu'il se plaît à revivifier. Écoutez maintenant ces 4 dernières fables de La Fontaine, lues par Michel Lescaut. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, cuit d'engénière autrui, qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat, plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin ». Messire Rat promit soudain, il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, 100 raretés à voir le long du marécage. Un jour il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique, aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attaché. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée, c'était à son avis un excellent morceau. Déjà dans son esprit, la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, 1000 ans,
qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève et par même moyen, la grenouille et le lien. Tout en fut tant et si bien que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Le rat et l'huître. Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'art paternel un jour se trouva soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. La moindre taupinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres, et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain magistère le rat tenait ces choses, et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants, se font savants jusques aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte, et bâillant au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille, qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme, et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre. Le rat des villes et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt ». « C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent,
attendu l'état indigent de la République attaquée. Il demandait fort peu, certain que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. « Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. » Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignai-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Cette vie de La Fontaine qui ne contient rien, contient tout, rêvait avec nostalgie un autre amoureux de la langue, le poète Jean Giraudoux. La distraction est vraiment l'occupation suprême, ajouta-t-il. Des aventures du rat, retenons 2 leçons. La première d'abord aide à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La seconde nous met en garde contre l'égoïsme du solitaire, faux dévot, nouveau saint, avare comme la fourmi, indifférent aux maux de ses frères, qui reclus loin des tourments du monde, s'empiffre de son fromage jusqu'à en mourir. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Écouter, réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation. Lecture signée aujourd'hui Michel Escaut, coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigo à la technique. Mise en onde, Thomas Duterre. Sur franceculture.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, page concoctée par Laura Dutèche-Pérez. Très bel après-midi à tous sur France Culture.